Maxime Chatham, Big Crush, ou le sens de la vie. Avant, il n'y avait que le néant. Lorsqu'Adam ouvrit les yeux, il y eut la lumière, vive, aveuglante, chaude. Des voix tout autour, un premier cri, une première lampée d'air, inoubliable. Tout va bien, vous êtes parmi nous. Vous revenez à la vie. Soyez le bienvenu. Les mots s'enchaînaient à ses oreilles et les ombres défilaient sous son regard incapable de se fixer, de faire le point, envahi par ce halo blanc si puissant, presque palpitant. Vous allez vous habituer, lui répétait-on. La panique survint ensuite. Elle était attendue. Ils l'aidèrent à la gérer, à se calmer, à se rendormir. Nouveau lieu, plus doux, moins saturé. Une présence seulement qui veillait dans la pénombre. Elle lui faisait du bien. On lui prit la main, il se rendormit. Ses paupières se soulevèrent doucement sur le monde qui est à présent à sa portée. Il le voit. Sa chambre. Les dessins d'enfants affichés au mur tout autour de son lit médicalisé. Ils lui disent quelque chose. Ces formes, ces visages colorés, ces noms rédigés avec des lettres inégales. Sa famille, mes petits-enfants. Leurs noms lui reviennent petit à petit. Ils sont si nombreux, mes enfants. Un pincement au cœur, le premier, douloureux. Adam se souvient qu'il en a perdu un. Aucun parent ne devrait survivre à ses enfants, de ça, il en est absolument certain. Pour le reste, son environnement est encore flou. Sa mémoire bégaie, elle lui crache des syllabes de lieux, de visages, des contours pas toujours très définis. Sa maison, le papier peint qu'il faut changer. Il ignore pourquoi, mais ce détail a son importance. Alors il le range dans un tiroir de son esprit pour ne pas l'égarer n'importe où. Peut-être que ça pourra lui servir, plus tard. Adam se redresse difficilement. Bon sang, que son corps est lourd et rigide et douloureux. Une perfusion le relie à l'hôpital. C'est là qu'il est. L'infirmière est souriante, attentionnée, mais muette, tout autant que lui, réalise Adam. Il fait claquer sa langue sèche contre son palais et constate qu'il a du mal à prononcer ne serait-ce qu'un bonjour. Son palais n'est plus qu'une ruine, manifestement. Sa nurse lui fait comprendre que ça va revenir. Il ne doit pas s'inquiéter. Ah, donc elle parle, elle, mais peu. Et Adam aimerait qu'on lui parle plus, beaucoup. Les mots lui font du bien, il le berce, il tisse un pont entre lui et les autres, un cordon ombilical qui unit les hommes, les façonne parfois, et comme il se sent terriblement seul, profondément unique dans ses premiers instants, il en a besoin de ces liens. À bien y penser, il en sera toujours ainsi. Adam aime les mots et se tranquillise à l'idée que son futur en sera riche, il le sait. La chair se fera verbe. Il dort beaucoup au début. Il ignore si les minutes espacent ses prises de conscience, des heures, des jours. Mais voilà qu'il est à présent encadré par plusieurs visages familiers, une fleur humaine, aux pétales ondulants dans l'impatience. « Regardez, il ouvre les yeux !» chuchote-t-on. Certains ne sont pas de la plus grande jeunesse, ce qui en dit long sur l'âge d'Adam lui-même. Il a oublié, il ne fera plus le compte depuis longtemps. Oh mais, attendez, il les reconnaît et ses traits s'éclaircissent. Pour un peu, la lumière en jaillirait tant son âme s'illumine de bonheur. Ce sont ses enfants, sa famille. Les plus jeunes apparaissent, fendent la corolle par le dessous et agrippent ses doigts rêches et tordus par le temps.
Papy !» Ah oui, toi aussi tu es là. Adam est euphorique. Toute cette vie, tout cet amour, tous ces mots. Lorsqu'ils repartent, il a envie d'arracher sa perfusion pour les retenir, fermer la porte, mais au fond de lui, il a une nouvelle certitude qui l'apaise rapidement. Il va les revoir. Et Adam a raison. Assez souvent, les premiers temps, puis de moins en moins. Ils ne viennent plus en horde, mais en petits groupes, puis un couple après l'autre, puis presque plus. Mais à ce moment, ça n'est pas très grave, car Adam a une nouvelle compagnie qui l'accapare énormément et exige une énergie dévorante, la mémoire. Elle afflue par bribes, puis par vagues, et enfin par courants entiers et ininterrompus qui inondent sa pauvre tête de tout ce qu'il va vivre. C'est décousu, c'est emmêlé, c'est rarement limpide, mais il adore. Il engrange, il trie, il savoure ce qu'il n'a pas encore vécu mais qui l'attend. Il le sait, c'est ainsi. Il n'a pas le choix. Le choix, c'est les autres. Lui ne l'a pas et c'est normal. Une évidence. Sa langue finit par reprendre de sa superbe, puis il est capable de se lever, bientôt de marcher et même de s'habiller tout seul, ce qui est le début de la dignité. Il ne tient plus en place, il n'a qu'un désir, pouvoir sortir, quitter cet hôpital. Patience. Le grand jour vient plus vite qu'il ne l'aurait pensé, alors même qu'il sait quand il aura lieu depuis déjà un moment. Il est accompagné d'une partie de ses enfants, ceux qui ne vivent pas trop loin. Ils veulent l'aider à monter dans l'ascenseur, ce qu'il refuse, trop fier de retrouver un peu d'autonomie. Dehors, la rue bruisse de son égoïsme rassurant. Tout est en place, tout le monde fuse, rien ne l'attend, le monde tourne. La voiture ressemble à un minibus et cela l'amuse. Elle le dépose devant la maison où il reste immobile, longuement. Il pleure. Tant de souvenirs dans cette boîte étroite et pourtant qui occupe une telle place dans son cœur. C'est dans la chambre qu'il vacille, qu'il tombe, heureusement sur le lit qui amortit la chute. Lorsqu'il revient à lui, il tient encore un morceau dans sa main, un bout de papier peint. C'était son obsession, la dernière. Ève. Son Ève. Tout n'est pas encore clair en lui à son sujet, mais elle remonte lentement à la surface. Son odeur, tout d'abord. Il la connaît parfaitement. Elle est la sienne aujourd'hui, la seule qu'il sent véritablement. Puis ses cheveux, indomptables. Une vie à tenter de les soumettre en vain. Adam est hilar. Oui, son Ève est présente, là, au creux de ses doigts, dans ce bout de papier peint qu'elle voulait tant changer. Elle n'en a pas eu le temps, croit-il, se souvenir. Sa poitrine se fait si dure qu'il en a mal, très mal. Adam serre les dents, ça va passer. Ève lui manque, beaucoup trop. Mais ça n'est pas grave, parce qu'il sait ce qui va arriver. Et il va pouvoir s'y consacrer. Cette idée va le porter jusque-là. Oui, très bien. Et c'est ce qu'il fait. Adam range la maison, il la brique pour qu'elle soit impeccable le jour venu. Mais il ne change pas le papier peint. Ça ne lui vient pas à l'esprit. C'est impossible. Son Ève voulait le changer. C'est donc qu'elle doit le remarquer d'abord. Le temps passe, et chaque jour qui défile le voit rajeunir un peu, puisque son corps se dénoue. Pas de miracle, bien sûr, mais juste ce qu'il faut pour qu'il retrouve une mobilité suffisante à accomplir les tâches du quotidien, les courses dans le quartier. Adam est de bonne humeur, tout le temps. Il a de quoi. Il sait ce qui va suivre, mais c'est long, cette vie sans Ève. Étrangement, c'est dans la dernière ligne droite que c'est le plus difficile, qu'il se ramasse sur lui-même, comme une coquille qui se ferme. Il a de nouveau mal aux articulations.
mal au cœur surtout. Elle lui manque beaucoup trop. Il se demande comment il a fait pour tenir la distance sans elle. Puis vient le jour. Il n'en a pas dormi de la nuit. Adam s'est apprêté dans les moindres détails, jusqu'à récurer le derrière de ses oreilles qu'il négligeait trop souvent, et les ongles de ses pieds, bien trop loin du reste, habituellement. Il s'est même vaporisé du parfum. Il n'en a pas utilisé depuis sa naissance. Ses chaussures sont cirées, l'ourlet de son pantalon tombe comme il faut, un dernier coup d'œil dans le miroir pour ajuster son nœud papillon. Il a perdu 10 ans. Le personnel de l'hôpital est très aimable avec lui. Ils savent pourquoi il est là. Et dans un lieu où la mort ferme les visages, la vie les ouvre naturellement. Il l'installe dans une salle blanche, lumineuse. Il ne sait pas pourquoi il faut qu'elle soit si violemment éclairée, mais suppose que c'est nécessaire, alors il ne dit rien. Elle arrive en début d'après-midi, sur un lit roulant, recouverte de son linceul. Les médecins demandent à Adam de ne pas la toucher, d'être courageux, que tout va bien se passer. Il peut sortir s'il préfère. Mais non, bon sang, non, il ne veut rien rater. Un des médecins consulte une feuille et vérifie l'heure. Il hoche la tête à son acolyte et, ensemble, respectueusement, ils déplient le suaire, dévoilant Ève. Elle est là, pâle, sans vie et pourtant déjà si belle. Une pointe de couleur apparaît sur sa joue, du côté où se tient Adam, qui serre ses mains sur sa poitrine pour se retenir d'accourir, de la prendre contre lui. Le rose s'étend, il irradie couleur de l'existence. Adam croit percevoir un léger frémissement de ses lèvres, puis ses narines bougent. Alors, Ève ouvre les yeux, difficilement. Elle est aveuglée, elle aussi. Adam a envie de lui crier que c'est normal, que tout va bien se passer, mais les infirmières débarquent pour encadrer la revenante et la rassurer. Ève avale sa première gorgée d'air, un long chuintement qui ranime tout sur son passage. Elle est de retour. Elle est en vie, enfin. Adam est autorisé à l'approcher lorsque les vérifications d'usage sont terminées. Sentir sa paume dans la sienne est une bénédiction. Elle le réchauffe plus sûrement qu'un éclat de soleil. Il lui laisse le temps. Il est patient. Désormais, tout va bien. Il a retrouvé sa femme. Il tient contre son cœur son premier amour, son unique amour. À chaque étape du processus, il est là. Il l'accompagne. Et lorsqu'il comprend à son regard qu'elle le reconnaît enfin, ils pleurent l'un contre l'autre. Elle est là, son big crush, comme il va désormais l'appeler pour toute leur vie. Parce que le soir où il l'a vue, pour la première fois, il a été envahi par une émotion immédiate. Il a flashé sur elle un crush, comme un tremblement de terre, mais qui bâtit plutôt que de détruire, un tremblement de terre à l'envers en quelque sorte. Crush. C'est ainsi qu'on dira dans sa jeunesse. Ses premiers mots sont « Je suis tellement heureuse de ce que nous avons accompli ensemble ». Puis, lorsqu'elle rentre à la maison avec lui, elle dépose sa valise dans la chambre et annonce qu'il faut absolument changer ce papier peint atroce. La maison reprend son souffle, comme si elle n'avait fonctionné que sur un poumon en l'absence d'Ève. Et les mois deviennent des années, tout est limpide, tout est facile, parce qu'ils savent. Ils n'ont plus qu'à faire. La mort de leur fils aîné est l'ombre dans leur ciel bleu, permanente, implacable. La revivre est une géhenne intolérable, indigne du divin s'il est. Mais le couple tient bon, parce qu'ils savent. Ils savent que, passée l'épreuve, leur fils sera à nouveau présent, parmi eux, qu'ils pourront profiter de lui. Avec l'amertume, pour l'heure encore, d'aussi prendre conscience qu'au fil du temps, ils oublieront aussi qu'il va mourir, qu'ils auraient dû profiter davantage encore de chaque instant. Mais
Ainsi en va-t-il du monde. On ne peut pas tout savoir de tout et tout le temps, n'est-ce pas? La mémoire du futur s'efface à mesure qu'il devient le passé. Revivre la période des enfants à la maison est une douce parenthèse, aussi éreintante qu'enchanteresse. La maison n'a jamais été aussi pleine de cris, de rires, de pleurs, de confidences. De mots, bien sûr. Et ça, les mots. Adam les chérit tant. Il est heureux. Mais le papier peint de la chambre d'Ève et Adam est toujours le même. Lorsque leur premier enfant naît, Adam est traversé d'un flash qui le marque d'une cicatrice, celle de la peur. Il comprend qu'inexorablement, il se rapproche du moment, celui où Ève et lui vont se rencontrer. Et donc, leur séparation, avant cela, définitive. Il ne veut pas perdre son big crush. Adam ne veut pas finir sa vie sans elle. L'idée lui est insoutenable. D'une manière ou d'une autre, il veut lier leur destin jusqu'au bout, mais est-ce seulement possible? Il trouve chez un brocanteur un calendrier de l'année où cela va se produire, et il marque la date d'une croix rouge. Puis, après réflexion, il ajoute « non » dans la case. Toute son existence, il a trouvé son équilibre grâce à Ève. Il doit y avoir une solution pour comprendre ce qu'ils vivent. La vie a forcément un sens. Et ce mot l'obsède, nuit après nuit, le sens de la vie. Il sait que la religion ne lui sera d'aucun secours. Il a beaucoup lu à son sujet. Il a eu sa période mystique, ou du moins été tenté par le concept d'une vie avant la mort. Mais les hommes prient et cherchent la parole de Dieu depuis l'origine des temps, ou en tout cas, depuis qu'ils savent se raconter des histoires, et jamais personne n'a véritablement pu l'entendre, encore moins le faire entendre. Dieu doit être à sens unique, lui, s'il est. La philosophie, Adam la connaît, il l'a enseignée au lycée pendant longtemps. Il en a décortiqué les rouages jusqu'à la saturation. Il sait que son salut ne viendra pas de là non plus. Elle vient des hommes, pour les hommes, et ce qu'Adam recherche les dépasse. Il hésite un temps à revenir à la mythologie et à l'idée même de destinée, puisque c'est ce qui les régit tous, le destin inflexible. Cependant, là aussi, il devine une impasse sémantique. S'il y a un destin, c'est qu'il est déjà écrit. Et Adam veut justement désécrire ce qui est prévu. La réponse lui vient de la contemplation. Un soir, qu'il observait l'aube, il s'interroge sur la trajectoire des astres. Eux sont au-dessus de leur tête, depuis toujours, depuis le commencement au moins, et peut-être qu'ils sont la leçon à étudier. Toutes ces étoiles, comme la ponctuation d'une langue qui leur échappe, celle du temps. Oui, c'est cela. Le temps à l'échelle primale et non des hommes. Alors Adam se met à lire, il écluse les bibliothèques pour se remplir, il veut sa réponse. Le temps passe, son temps. Déjà, le calendrier fatidique, qui n'était qu'une babiole inutile, est devenu utile, affiché dans la cuisine. Adam veut savoir, il a besoin de savoir. Il a parfois l'impression que l'acte même de chercher est déjà une déviance sur la trajectoire qui était la sienne. Mais aussitôt qu'il y songe, le concept devient flou. Il sait qu'il peut dévier un peu de son futur, très légèrement, s'il se force. Il parvient à s'arracher à ce qui était prévu pour agir différemment. Mais c'est aussi épuisant et effrayant que c'est léger et sans conséquence, puisque tout revient inlassablement dans le sillon qui est le sien, car la vie les rattrape toujours. Du moins, celle qui était prévue, celle qu'il devine dans ses souvenirs du futur. Adam poursuit son labeur. Il se détourne de ses journées d'études de la philosophie qu'il délaisse pour se consacrer aux étoiles. Est-ce pour cela qu'il a été un professeur très moyen ?
Les pages du calendrier se tournent trop vite. La croix rouge se rapproche. Un soir, Ève lui annonce fièrement qu'elle a une surprise. Elle est si belle, si pétillante, si jeune. Elle l'entraîne jusque dans leur chambre, où ils vont faire l'amour comme des adolescents. Mais avant cela, elle lui montre le tout nouveau papier peint qui recouvre les murs. Elle est fière, il est si neuf. Le lendemain, le papier peint n'est plus là. Une peinture verte, écaillée et fade nimbe leur chambre. Adam doit trouver une solution. La veille du jour avec la croix, il est fébrile. Son cœur bat la chamade. Il est plus amoureux que jamais. Demain, il donne son premier baiser à Ève. Le premier baiser de son premier amour, du seul amour. Son big crush. Les mots claquent. C'est aujourd'hui qu'il assiste à une conférence d'astronomie. Il en boit chaque parole, mais un concept lui glace les sangs. Le Big Bang. L'univers né d'une explosion formidable qui se serait répandue dans le vide pendant des milliards d'années. Est-ce vrai? Est-ce sûr? Demande-t-il debout dans l'amphithéâtre. Oui, nous le pensons. Le Big Bang. Mais jusqu'où se répand l'univers? Y a-t-il une limite? Celle des dynamiques du cosmos, lui répond le spécialiste. Et ensuite? Eh bien, ensuite, la matière est comme un élastique. Elle atteint le maximum de ses capacités, puis entame le processus inverse, le Big Crunch. Tout l'univers se comprime dans l'autre sens, jusqu'à revenir à l'état primitif. L'infini, comprimé en un point unique, d'où repart le Big Bang une nouvelle fois. Mais comment peut-on le savoir? S'étonne Adam qui devine quelque chose d'étourdissant dans cette démonstration. On le sait parce que la science nous a permis de calculer la température qu'il ferait dans l'espace le jour où nous serions capables de nous y rendre. Une simple question de logique et d'observation. Sauf qu'il y a un problème. Quel problème? Parlez! Lorsque les hommes sont effectivement allés dans l'espace, il y avait une différence de 3 degrés entre le zéro absolu, qu'il aurait dû faire, et celui mesuré. 3 petits degrés qui changeaient absolument tout. Il aura fallu beaucoup d'huile de synapse pour comprendre cette différence, et une évidence. Elle ne pouvait s'expliquer que d'une seule et unique manière. Le cosmos avait déjà effectué 3 rotations, et chacune avait absorbé une telle quantité d'énergie qu'elle réchauffait l'espace d'1 petit degré chaque fois. Adam avait peur de comprendre. Vous voulez dire que nous en sommes au 3e Big Bang? Ce que nous vivons là, ce n'est pas la première fois que ça se produit dans l'histoire? Exactement. Et pour être tout à fait juste, nous ne sommes pas en plein Big Bang, mais dans un Big Crunch. L'univers se comprime lentement pour revenir à son point d'origine. L'exposé avait explosé les certitudes d'Adam. Le matin même, il savait qu'il ne dormirait pas de la nuit. Si ce qu'il avait entendu était vrai, il était en train de vivre sa vie dans un sens, alors même qu'il en existait un autre. Et si tout n'était que répétition, s'il avait déjà fait tous ses choix dans une autre existence, alors que l'univers se répandait plutôt que se refermait, si il n'était que l'écho impuissant d'un cri qui avait retenti des milliards d'années auparavant. Les impressions de déjà-vu n'étaient donc que des réminiscences perdues dans l'espace-temps qui les heurtaient aléatoirement, sorte de bug cosmique. Comment avait-il su quel choix opérer dans cette première trajectoire, la seule qui comptait en réalité? Des choix cruciaux qui le condamnaient à les réitérer et les subir pour le restant de l'éternité. Cette pensée l'étourdissait. Mon Ève,
Je vais donc la perdre? L'existence n'est que fatalité, insupportable. Il n'y avait pas d'alternative, pas dans ce sens, sinon refermer tout ce qui avait été ouvert, retourner au point d'origine. Sa quête était vaine depuis la fin. Le Big Crunch consommait son Big Crush. Son cœur lui arrachait des larmes de désespoir. Il savait, avec une absolue conviction, ce qui allait suivre, et il n'y avait rien qu'Adam ou Ève puissent y changer. Alors, une autre pensée émergea. Si cette folie se révélait vraie, elle signifiait qu'il y aurait une autre vie, inverse, un jour, un autre Big Bang, et qu'il pourrait à nouveau rencontrer Ève. Et cette fois, il ne saurait rien de ce qui allait advenir. Chaque jour serait une construction, sans certitude, défi vertigineux. Mais avec l'incertitude naissait une autre émotion, au moins aussi forte, l'espoir. Cela devait avoir du bon de n'être porté que par l'espoir et non la certitude. Oui, Adam aimait cela. Ève et Adam se reverraient, car il en était ainsi depuis l'aube des temps, et pour ces crépuscules suivants. Le jour d'après, il avait presque tout oublié. Il embrassait Ève pour la première fois, et la dernière. Tout s'enchaînera encore plus vite par la suite, comme si vivre rendait le temps exponentiel, plus précieux encore, chaque seconde après chaque seconde. Et il ne pensera plus jamais au Big Crunch, pas plus qu'à son Big Crush. Adam sera bientôt un nouveau-né, rose, ébloui, puis quasi aveugle. Il prendra une respiration profonde, éternelle, poussera son dernier cri, et il cessera d'être. Ses yeux se refermeront avec son esprit. Après, il n'y aura que le néant.